Un événement inhabituel touche actuellement le système financier, impliquant le gestionnaire d'actifs le plus puissant au monde. Le crédit privé traverse un moment piège à cafard qui inquiète beaucoup les investisseurs particuliers. BlackRock est en train de prendre le contrôle du monde et personne ne les arrête. Ceci n'est pas une autre vidéo grand public sur BlackRock. À présent, les gens connaissent le récit officiel. BlackRock est une entreprise extrêmement dangereuse. Ils ont tellement de pouvoir qu'ils peuvent amener tout le monde à faire ce qu'ils veulent. Larry Fink, le gars qui dirige BlackRock, est en réalité le président des États-Unis. Si on regarde le genre d'influence qu'il a dans chaque secteur, c'est flagrant. Mais Larry Fink ne se contente plus de posséder des entreprises. Lentement mais sûrement, il prend le contrôle même des lignées vitales du système mondial. Larry Fink a commencé à exécuter son plan de jeu à 68 000 milliards de dollars et personne ne va l'arrêter. Le fait que BlackRock ait une influence extraordinaire dans les coulisses, c'est sans précédent. Ce n'est pas bon pour l'intérêt public. Voici Tariq Fancy, un ancien cadre de BlackRock, devenu lanceur d'alerte. Nous nous sommes entretenus avec lui pour vous apporter des informations exclusives sur le monde secret de BlackRock. J'étais auparavant le premier directeur des investissements durables chez BlackRock. Et pour dévoiler le nouveau plan d'action de BlackRock, nous avons interviewé le docteur Thomas Meroy, un expert en banque publique et en financement des infrastructures. Les États-Unis, je veux dire, pensez-y, ont dépensé plus d'argent que jamais auparavant sur un projet et ont perdu 38 000 vies. Dans la construction du canal de Panama, mon administration va reprendre le contrôle du canal de Panama et nous avons déjà commencé à le faire. BlackRock conclut un accord pour placer les ports des deux côtés du canal de Panama sous contrôle américain. Trump veut reprendre le contrôle du canal de Panama. Et pendant que le monde se concentre sur les gros titres, la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui se passe réellement en coulisses. Ce n'est pas seulement la stratégie America First de Trump ou BlackRock, mais la sécurisation de la route commerciale la plus importante de l'hémisphère occidental. Le canal de Panama n'est qu'un minuscule pion sur un échiquier bien plus vaste. L'unique aéroport international de votre grande ville et de votre région, si vous l'achetez, vous en prenez le contrôle. C'est un monopole. Il s'agit d'un jeu mondial d'aéroports, d'oléoducs, de réseaux électriques et de routes de données. Et en ce moment, Larry Fink rachète discrètement tout le plateau. Nous allons aborder tout cela, mais pour comprendre pourquoi Larry Fink transforme le monde, il faut partir du début. Au moment où il a compris qu'il voulait le contrôler. Nous sommes à la fin des années 60. L'adolescent californien moyen rêve de changer le monde, ou au moins de s'en échapper un moment, mais Larry Fink n'est pas un adolescent comme les autres. Alors que les autres cherchent l'illumination, Larry ne se préoccupe pas de ces choses futiles. Il est obsédé par une question bien plus importante. Comment peut-il devenir l'un des hommes les plus puissants du monde ? Comment peut-il, lui, le fils d'un cordonnier venu de nulle part, être mentionné au même titre que les présidents, les PDG et les rois? C'est un homme qui a toujours voulu plus que ce qu'il avait. On pouvait ressentir son ambition. La politique semble être la voie évidente. Alors naturellement, dès que Larry atteint 17 ans, il s'inscrit à l'UCLA en tant qu'étudiant en sciences de la politique. Mais ensuite, quelque chose d'apparemment insignifiant change tout. Sur un coup de tête, il s'inscrit à quelques cours supplémentaires en immobilier. Soudainement, il ne rêve plus de la Maison Blanche, mais de gratte-ciel et de fortune. Après 2 années supplémentaires et muni d'un MBA en immobilier, Larry Fink ne sait toujours pas exactement comment transformer ses rêves en réalité. Mais son objectif reste le même, le pouvoir et la richesse. Alors là, comme la plupart des diplômés en finance assoiffés de pouvoir, il se dirige vers l'endroit où la mégalomanie vous mène naturellement au sommet, Wall Street.
Il est loin de se douter du traumatisme qui l'attend une fois arrivé là-bas. Aujourd'hui, à 34 ans, Larry est à un carrefour. Il a passé près d'une décennie à gravir les échelons chez First Boston, l'une des banques d'investissement les plus prestigieuses de New York. Mais il vient de commettre une énorme erreur. Une erreur qui va faire bien plus que simplement ternir son plan bien ordonné de domination du monde. Revenons un peu en arrière. Nous sommes en 1976 et Larry Fink fait ses premiers pas à Wall Street, rejoignant le département de négociation d'obligations chez First Boston. En tant que jeune trader juif, il fait face aux préjugés typiques de cette époque. Mais Wall Street, malgré tous ses défauts, n'a qu'une seule vérité sacrée. Elle ne vénère que l'argent, il faut gagner de l'argent. Et soudain, plus rien d'autre n'a d'importance, et Larry a trouvé sa vocation. Il commence à imprimer des millions. Comment ? Au début, à Boston, il était un pionnier dans le développement d'un produit financier obscur qui était largement passé inaperçu du grand public. 3 mots. Titres adossés à des hypothèques. Des mots qui font encore frissonner Wall Street aujourd'hui. Mais que sont exactement les titres adossés à des hypothèques ? Imaginez-les comme une sorte de casserole financière. Mélangez une poignée de prêts immobiliers, regroupez-les en un seul produit, puis découpez-le pour le vendre aux investisseurs. L'idée, c'est la diversification. Le danger, c'est que trop de mauvais ingrédients gâchent le plat. Les propriétaires remboursent leurs prêts immobiliers et les investisseurs encaissent des profits réguliers. Un bel arrangement si vous êtes du bon côté. En d'autres termes, c'est l'instrument à revenu fixe parfait pour monétiser le rêve américain lui-même. Avec les coupes mulets et les épaulettes, les titres adossés à des hypothèques sont très en vogue dans les années 80. Et Larry n'a pas seulement profité de cette vague, il l'a pratiquement créée. Il a aidé à inventer, à populariser et bien sûr à tirer d'énormes profits de ces instruments financiers complexes. Mais plus intéressant encore, il profitera encore davantage de l'effondrement de sa propre création plus tard. Pour l'instant cependant, il gravit les échelons plus vite que quiconque avant lui chez First Boston, et en moins de 2 ans, il devient directeur général, le plus jeune de toute l'histoire de la société. Larry a même entendu des rumeurs dans les couloirs du bureau. Les dirigeants envisageaient de le nommer PDG, mais un tel succès extraordinaire s'accompagne d'un ego tout aussi extraordinaire. Il commence à froisser les gens de la mauvaise manière dans ses pires moments. On se souvient de lui comme d'un vrai macho arrogant. Wall Street adore mettre les égos démesurés sur un piédestal, mais elle aime encore plus les faire tomber. Il suffit d'un faux pas. Déterminé à assurer sa voie vers le poste de PDG, Larry prend un énorme risque. La Réserve fédérale est sur le point de prendre une décision concernant les taux d'intérêt et Larry mise tout, certain que les taux vont augmenter. Il positionne la société pour en tirer profit en conséquence et au cas où il se tromperait, il achète une assurance financière, une couverture, pour protéger contre les pertes. Puis c'est la catastrophe. Les taux d'intérêt n'augmentent pas, ils plongent. Larry hausse les épaules. Il avait anticipé cette possibilité après tout. Son assurance soigneusement placée couvrirait les pertes, ou du moins, il le croit. Sauf qu'il y avait un problème, une seule erreur numérique dévastatrice. Larry avait mal calculé sa couverture en utilisant de mauvais chiffres. J'étais tellement en colère contre moi-même, j'étais tout simplement mortifié. Une petite erreur sur le papier, mais en réalité, cela a coûté 100 millions de dollars à la société. Parti en un instant, une erreur de 100 millions de dollars, suffisante pour détruire la carrière de n'importe qui du jour au lendemain, peu importe son génie. Malgré le fait d'avoir généré au moins 1 milliard de dollars pour la société pendant son mandat, Larry devient rapidement un paria. Chez First Boston, il devient quelqu'un à qui les gens ne parlent plus dans les couloirs, et peu de temps après, il se retrouve sans emploi. Prendre trop de risques sur les marchés peut complètement te ruiner, mais tu n'es pas obligé de faire les mêmes erreurs que Larry Fink ici. On aurait dû être viré il y a 1 an et 1 trimestre avant la perte. On gagnait tellement d'argent et on n'avait aucune idée de pourquoi on gagnait autant d'argent. Nous avions juste un risque extraordinaire. Larry avait toujours pris de l'avance en prenant plus de risques que les autres, mais au final, c'est exactement ce qui a causé sa chute.
Pour la première fois, Larry réfléchit soigneusement au risque. Il se rend compte que le risque est une drogue puissante, séduisante, mais dangereuse. Il avait appris cette leçon à la dure. Désormais, il jure de devenir le maître de la gestion du risque. Ce qui semble être une approche conservatrice allait bientôt devenir le ticket en or de Larry pour la domination mondiale. Mais d'abord, Larry doit surmonter un autre obstacle. Pour reconstruire, il a besoin d'une équipe d'élite de traders. Une tâche difficile quand on est le paria de Wall Street après avoir perdu 100 millions de dollars. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il y parvient quand même. Une équipe de choc composée de 8 stars. Maintenant, tout ce dont il a besoin, c'est d'un soutien financier. C'est à ce moment-là que Larry croise la route du financier légendaire Steven Schwarzman, cofondateur du titan du capital investissement, Blackstone. Schwarzman, toujours à la recherche de son prochain grand coup, accepte de financer la jeune entreprise de Fink avec 5 millions de dollars pour une participation de 50%. Et c'est ainsi qu'en 1988, BlackRock voit le jour. Dès le début, BlackRock change la donne à Wall Street en plaçant la gestion des risques au premier plan. Les investisseurs n'avaient aucune idée du risque qu'ils prenaient et il y avait un réel besoin d'une entreprise qui commence avec une forte concentration sur l'analyse des risques. Le discours commercial de BlackRock consiste à gérer des actifs à revenus fixes, comme des obligations pour ses clients, tout en offrant une analyse des risques de pointe dans le cadre de l'offre. Et en échange, il facture des frais en pourcentage basés sur les actifs sous gestion. Contrairement aux sociétés traditionnelles, qui séparaient supervision des risques et gestion des investissements, BlackRock innove en intégrant une modélisation rigoureuse des risques à chaque décision d'investissement. Dès le premier jour, l'idée de Larry de gérer le risque séduit rapidement, malgré la nature très stressante du travail. En quelques mois, l'entreprise réalise d'énormes profits et en moins d'un an, elle gère près de 3 milliards, ce qui est inédit pour une société aussi jeune. Mais derrière cette ascension fulgurante se cachait quelque chose d'encore plus extraordinaire, une arme secrète qui assurerait le règne de BlackRock pendant des décennies. Son secret de réussite bien connu est un immense système informatisé appelé Aladdin. Abréviation de Asset, Liability Debt and Derivative Investment Network. Aladdin était bien plus qu'un simple système informatisé. Il devient le cerveau et le cœur battant du nouvel empire de Larry. Il permet à l'équipe de Larry de simuler instantanément une infinité de scénarios hypothétiques. Et si les taux d'intérêt augmentaient d'1%, comment cela impacterait-il un portefeuille obligataire de 10 milliards? Que se passe-t-il si les prêts hypothécaires californiens font massivement défaut? Aladdin fournit des réponses en un clin d'œil. Pour toute grande institution cherchant à naviguer sur des marchés volatiles, Aladdin devient inestimable. Son moment décisif survient en 1994, lors du tristement célèbre massacre du grand marché des obligations. Alors que les prix des obligations chutent à Wall Street, la plupart des investisseurs essuient de lourdes pertes. Mais BlackRock, après avoir passé 5 ans à perfectionner ses modèles de gestion des risques, traverse la tempête avec des dégâts minimes. Les clients ont vite compris que ce n'était pas de la chance, mais Aladdin. Le logiciel signale les risques critiques très tôt, permettant à BlackRock d'éviter le pire du carnage. En fait, cet épisode révèle un schéma précoce et envoie un message clair. Quand les choses deviennent compliquées, quand le risque devient complexe, il vaut mieux appeler BlackRock. Et comme vous le verrez plus tard, ce message reste toujours valable. Cependant, aujourd'hui, l'ascension tranquille de BlackRock n'a pas duré longtemps. Alors que Fink et Schwarzman commencent bientôt à se heurter, Larry veut attirer les meilleurs talents en offrant des parts de propriété dans BlackRock. Mais il insiste pour que cela provienne entièrement de la part de Schwarzman. Après tout, lui et son équipe font tout le travail difficile. Schwarzman, qui n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds, refuse. Nous avons mis en place un arrangement économique qui s'est avéré inadapté pour une entreprise qui connaissait une croissance aussi rapide et qui avait besoin d'ajouter autant de personnes. Et j'ai fait une erreur, vous savez, j'ai gardé l'accord initial, je ne voulais pas le modifier, ce qui était avantageux pour mon côté. Il s'accroche au contrat, mais il a qualifié sa décision d'erreur héroïque. Des années plus tard, en 1994, BlackRock gère plus de 50 milliards de dollars. Mais la lutte de pouvoir entre Larry et Stephen atteint sa conclusion inévitable, une séparation. Schwarzman reste chez Blackstone. Larry prend le contrôle total de BlackRock
Mais ce qui se passe ensuite est ce qui distingue vraiment BlackRock, le transformant en quelque chose de bien plus puissant et potentiellement dangereux que n'importe quel autre géant financier. Quelque chose qui dépasse même l'imagination la plus folle de Larry Fink. Après que BlackRock soit entrée en bourse en 1999, elle entame une ère de croissance et d'expansion rapide, l'arme secrète derrière sa croissance explosive. Aladdin, ce qui avait commencé comme le logiciel interne de gestion des risques de BlackRock, devient rapidement la référence en matière de gestion de portefeuille à Wall Street. Vendu à des entreprises rivales et à des clients désireux de comprendre des risques financiers complexes. Aladdin devient rapidement une véritable machine à imprimer de l'argent, facturant des frais juteux pour un logiciel dont toute l'industrie financière a désespérément besoin, et pas seulement elle. BlackRock n'est plus seulement un gestionnaire d'actifs. Larry Fink construit un empire tentaculaire. Mais pour réaliser sa grande vision, Larry se lance dans une frénésie d'achat au début des années 2000. À chaque transaction, BlackRock s'étend au-delà de ses racines dans les titres à revenus fixes. Désormais, ce sont les actions, les fonds spéculatifs ou les plateformes de fonds mondiaux. BlackRock devient un guichet unique pour les investisseurs institutionnels, dignes de confiance pour tout gérer partout. À chaque entreprise qu'ils absorbent, BlackRock grandit énormément, avec leurs actifs sous gestion qui augmentent de façon spectaculaire chaque année. Mais c'est une période de chaos total sur les marchés qui offre à Larry sa plus grande opportunité à ce jour, et qui fait enfin de BlackRock une puissance mondiale. Les titres adossés à des créances hypothécaires. Vous vous souvenez de ça ? Larry, le caïd de ce type de titre dans les années 80, avait depuis tiré sa leçon. Depuis 20 ans, il s'était affairé à développer son empire de gestion des risques, à étendre son influence et à renforcer sa portée. Mais les MBS n'avaient pas disparu comme par magie. En fait, ils avaient jeté un sort sur la finance américaine et l'avaient rapidement corrompue. On redoute la poursuite de la vague de vente à Wall Street. C'est vraiment une période très difficile et ça ne va pas s'améliorer rapidement. Nous regardons ce marché se détériorer. Le marché boursier a maintenant chuté de 21%. Larry, qui connaît bien la douleur causée par les MBS, avait limité l'exposition de BlackRock à ces titres volatiles. Les grandes banques s'en sont gavées avidement sans vraiment comprendre les risques. D'énormes géants financiers se sont réveillés en réalisant que les milliards qu'ils avaient investis dans ces actifs s'évaporaient sous leurs yeux. En voyant Bear Stearns perdre 90% de sa valeur et le titan Lehman Brothers devenir le Titanic, tout le monde a commencé à paniquer. Cela signifiait un désastre pour beaucoup, mais une opportunité pour quelques-uns. Les entreprises gérées de manière conservatrice, comme JP Morgan par Jamie Dimon, ont réussi à racheter des concurrents fragilisés à bas prix et sont devenues la banque la plus puissante du monde. Larry n'avait pas l'intention de manquer la fête. La banque Barclays a racheté une partie de la société Lehman effondrée, pensant faire une excellente affaire. Jusqu'à ce qu'ils réalisent, d'après calcul, qu'ils avaient acheté l'équivalent financier de déchets nucléaires. À court d'argent, Barclays a été forcé de vendre son joyau, Barclays Global Investors, qui abritait iShares, le principal fournisseur mondial de fonds indiciels passifs. Larry refuse de laisser passer l'occasion. Rempli de liquidités et d'ambition, il saisit l'occasion et conclut un accord pour racheter le joyau de la couronne pour 13,5 milliards de dollars. Bien que peu de gens en parlent, cette seule transaction les a transformés en le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Les ETF, fonds négociés en bourse, permettent aux investisseurs de diversifier leur argent sur de nombreuses entreprises pour limiter les risques. Et maintenant, les plus grands appartiennent tous à BlackRock. Ils achètent des actions pour leurs clients et détiennent ainsi des parts dans presque toutes les grandes entreprises. Vous pouvez imaginer maintenant 4% dans Walmart ou 8% dans UPS, ça paraît plus anodin que ça ne l'est vraiment. Mais cela signifie que BlackRock n'est plus simplement un acteur. Ils sont devenus faiseurs de rois, possédant un pouvoir de vote clé sur les décisions d'entreprise, qu'il s'agisse de la rémunération des dirigeants, de la diversité ou des licenciements massifs. Pourtant, et c'est crucial, BlackRock est toujours techniquement classé comme un investisseur passif, se contentant de gérer l'argent des autres, pas le sien. C'est une subtilité technique qui semble minime, mais qui allait bientôt leur offrir une protection sans précédent. Nous y reviendrons plus tard.
Pour l'instant, Larry Fink avait encore réussi son coup. Il a su tirer parti de la crise de façon brillante. Après l'acquisition de BGI, les ETF passifs comme iShares allèrent devenir extrêmement populaires au cours des années suivantes. Avec le recul, les dirigeants de BlackRock devaient être plutôt satisfaits d'eux-mêmes, ayant mis la main sur les ETF passifs juste avant leur essor en tant que véhicule d'investissement. Mais si tout cela ne suffit pas, ces titres adossés à des créances hypothécaires, ceux qui causent des ravages dans les entreprises du monde entier, sont d'une complexité à couper le souffle. Les entreprises coincées avec ces investissements peinent à les comprendre. Larry, l'un des architectes d'origine, devient soudainement un homme très sollicité. Déjà un leader en gestion des risques, tout le monde veut que l'équipe de Larry examine leur portefeuille d'investissement et partage sa sagesse. Bien sûr, moyennant un certain prix, et puis les puissants architectes de l'argent, la banque de toutes les banques, viennent frapper à leur porte. Le lien entre BlackRock et la Réserve fédérale est important à faire connaître au public. La Banque centrale peut faire des choses pour améliorer notre vie et elle peut aussi faire en sorte que certaines personnes deviennent vraiment riches. Nul autre que la Réserve fédérale elle-même qui essaie de recoller les morceaux d'une économie en ruine et d'arrêter l'hémorragie. Elle est désespérée et cherche de l'aide. Experte en titres adossés à des créances hypothécaires, elle avait été sollicitée pour rétablir l'ordre. Les banquiers centraux américains, comme Timothy Geithner, font appel à BlackRock pour écrire le manuel de sauvetage d'un système financier au bord du gouffre. Ce n'est pas exagéré. Il y a eu un jour où Timothy Geithner l'a appelé 21 fois dans la même journée. L'équipe de Larry élabore le plan d'action pour restructurer les portefeuilles, évaluer les actifs toxiques et renflouer les banques en faillite. Larry Fink avait transformé la plus grande catastrophe financière d'une génération en son plus grand triomphe. Alors que la finance américaine met des années à se relever. Il en ressort avec des amis haut placés, plus d'argent que jamais, et ce qu'il a toujours désiré. L'influence d'un président, une entreprise comme une puissance mondiale, sans aucune campagne ni aucun vote, le véritable pouvoir. Et pendant que personne ne faisait attention, il a créé un terrain de jeu où, quoi qu'il arrive, BlackRock gagne toujours. Nous n'avions aucune régulation, aucun responsable public fédéral ou d'État n'avait la moindre idée de ce qui se passait sur ces marchés. J'étais vraiment bouleversé par ce qui s'est passé à Wall Street. Cela a provoqué la crise financière qui a non seulement presque détruit le système financier aux États-Unis, mais a aussi presque détruit le système financier mondial. Après la crise financière, le gouvernement américain a été forcé d'agir. Les plus grands acteurs de Wall Street avaient causé trop de dégâts aux Américains ordinaires. Il était temps de sévir contre eux, temps de faire frissonner les puissants dirigeants de Wall Street. Des règles ont été adoptées et la réglementation a été renforcée, du moins pour certains. Et je pense qu'au fond, la question est, avons-nous le sentiment que les régulateurs ont la capacité de protéger le public? La réforme de Wall Street, Dodd-Frank, était au centre de tout cela, la pierre angulaire de la régulation financière. Elle crée une étiquette trop gros pour faire faillite. Cette désignation vise les SIFI, dont l'effondrement pourrait entraîner immédiatement la chute de toute l'économie. Les plus grandes banques ressentent la pression. Des dizaines d'entre elles sont rapidement qualifiées d'institutions systémiquement importantes, ce qui déclenche une surveillance plus stricte, des réserves de capitaux coûteuses et une conformité réglementaire contraignante. Tout ce que les actionnaires sont à la recherche de profit détestent entendre. Mais qu'en est-il de BlackRock ? Assurément, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde correspond à cette description. Pas tout à fait. Voici la partie dont on parle peu. Pour citer Bernie Sanders, ce n'est pas le Congrès qui régule Wall Street, mais Wall Street qui régule le Congrès. Alors que les règles devenaient plus strictes pour tout le monde, les dirigeants de BlackRock étaient occupés à se frayer un chemin dans les coulisses de Washington. Lorsque les régulateurs ont finalement tourné leur attention vers les gestionnaires d'actifs, cela a déclenché la sonnette d'alarme au 50 Hudson Yards, le siège mondial de BlackRock. La régulation doit être stoppée quoi qu'il arrive, mais Larry Fink et son équipe sont prêts. Ils ont déjà soigneusement préparé un plan d'action pour créer une faille permettant à BlackRock de contourner les nouvelles règles. BlackRock lance une offensive de lobbying sans précédent, combinée à une campagne de relations publiques stratégiques visant à convaincre le public et les régulateurs qu'un effondrement de BlackRock ne présenterait aucun risque systémique. Larry Fink rencontre personnellement le président Obama.
s'assurant que son message soit entendu au plus haut niveau possible. Ses efforts portent leurs fruits. Jusqu'à aujourd'hui, BlackRock a évité l'étiquette « trop gros pour faire faillite ». Il doit y avoir un examen plus approfondi de la taille et de l'influence des grandes institutions. Premièrement, s'ils peuvent influencer la politique publique et la politique de manière qui ne correspond pas à l'intérêt public, n'est-ce pas? Et je pense que beaucoup de gens à Wall Street vont simplement balayer ça d'un revers de main et dire « Ah, ça n'a pas d'importance ». Et je dirais qu'ils ont complètement tort là-dessus. Parce que la plupart des Américains pensent depuis longtemps que le système est truqué. Cependant, il y a un cas encore plus frappant du pouvoir de BlackRock à Washington. Le statut d'investisseur passif. Si vous êtes considéré comme un investisseur passif, vous êtes exempté des règles que tout le monde doit suivre. Maintenant, devinez qui décide si BlackRock est un investisseur passif ou non. BlackRock lui-même. Et c'est ce statut passif qui lui permet de contrôler d'importantes parts d'entreprises dans presque tous les secteurs sans le moindre effort. Le fait que BlackRock ait une influence extraordinaire en coulisses, c'est sans précédent, et qu'il soit capable d'utiliser des dépenses politiques et d'autres outils d'influence pour consolider cette influence, ce n'est pas bon pour l'intérêt public. Mais le pouvoir de BlackRock ne consiste pas seulement à esquiver la régulation, il s'agit aussi d'écrire les règles du jeu. Nous avons ici une banque d'infrastructure assez récente. Banque publique d'infrastructure, appelée BIC, Banque de l'infrastructure du Canada. La création de cette institution a été conseillée à la fois par ces grands cabinets de conseil, des entreprises de conseil du secteur privé comme McKinsey, mais aussi, et c'est important, par BlackRock. Et le résultat, c'est que la loi publique qui régit la banque d'infrastructure du comté, appelée la loi sur la banque d'infrastructure du comté, a pour mandat d'utiliser l'argent public pour générer des investissements privés de manière à produire un rendement. En d'autres termes, BlackRock ne se contente pas de naviguer dans les systèmes, il les façonne de fond en comble de manière à favoriser sa mission. Les critiques voient en Larry Fink et BlackRock l'exemple même de ce qui ne va pas dans le système. Et vous pourriez vous demander, comment est-ce même possible? La réponse tient à une stratégie bien rodée. Utilisée par les élites d'entreprise depuis des siècles, ils l'appellent la porte tournante entre les grandes entreprises américaines et le gouvernement. Je pense que ces dernières années, on a beaucoup vu ce va-et-vient, cette porte tournante dans toutes les entreprises que j'ai observées, avec des personnes entrant et sortant du gouvernement. C'est courant que les banques, les sociétés d'investissement et les entreprises embauchent des responsables gouvernementaux, et que les gouvernements recrutent les hauts dirigeants des grandes entreprises américaines, chacun empruntant de l'influence à l'autre. L'un des problèmes que vous avez, c'est que certaines des personnes les plus intelligentes vont faire de la politique et ils ne sont pas très bien payés parce qu'on n'est pas à Singapour où les responsables gouvernementaux sont rémunérés, vous savez, à un niveau plus ou moins compétitif par rapport au secteur privé, c'est les États-Unis. Donc, quand ils quittent leur fonction, ils vont vouloir aller chercher un emploi. Vous savez, un emploi bien payé, non? Parce que tous leurs amis de l'école de commerce, de droit ou de l'université gagnent beaucoup. Dans des secteurs sans valeur pour la société, certains autorisent de même le blanchiment d'argent ou autres pratiques. Donc ils veulent en quelque sorte être bien payés. Mais BlackRock fait de cette porte tournante un véritable art. En 2020, selon des membres du Congrès, plus de 100 personnes sont passées d'un côté à l'autre entre BlackRock et les principales institutions gouvernementales américaines, le Trésor, la Réserve fédérale, la SEC et bien d'autres. Mais cela va bien plus loin que ça. Il y a aussi un risque potentiel d'abus. Des personnes expérimentées pourraient éventuellement rejoindre le gouvernement, créer des réglementations ou établir des précédents qui favoriseraient leurs anciens employeurs. Et ensuite retourner travailler pour leurs anciens employeurs, c'est possible. Beaucoup soulignent que le fait d'avoir d'anciens employés de BlackRock à des postes clés de régulation rend beaucoup moins probable que l'entreprise fasse l'objet d'une surveillance sérieuse. Je pense qu'on en est arrivé à un point où, vous savez, il y a une porte tournante, des incitations fortement biaisées, et cela touche les deux partis américains. Et je pense que la triste réalité, c'est qu'il est très difficile de voir une issue et un moyen de restaurer la confiance du peuple américain. De quel côté je me placerais face à leur système politique et à ces deux partis qui semblent clairement ne pas œuvrer pour eux? Et ce n'est pas seulement aux États-Unis. L'influence politique de BlackRock est mondiale. Depuis 2004, la société a embauché au moins 84
anciens responsables gouvernementaux, régulateurs et banquiers centraux du monde entier. En même temps, d'anciens cadres de BlackRock sont placés dans des fonctions publiques, influençant discrètement la politique des deux côtés de la barrière. L'exemple le plus frappant, l'ancien cadre de BlackRock Friedrich Merz est maintenant chancelier de l'Allemagne, la plus grande économie d'Europe. Mais BlackRock ne se contente pas d'influencer les gouvernements ou les institutions mondiales, il dicte les règles. Et j'ai été dans des salles avec la Banque mondiale et avec des investisseurs institutionnels valant des milliards, voire des milliers de milliards de dollars, où ils ont dit à des hauts responsables de la Banque mondiale cela. Ce que nous voulons que vous, la Banque mondiale et les autres banques publiques fassiez, c'est de garantir nos investissements. Nous voulons que vous garantissiez à la fois notre capital et nos rendements. BlackRock empoche les profits et le public, le contribuable, prend les risques et ils ont le poids politique pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais si vous pensez que leur pouvoir ne vient que de leur lien étroit avec le gouvernement, vous passez à côté de l'essentiel. Car le vrai pouvoir de BlackRock ne réside pas dans leurs relations. La véritable raison pour laquelle BlackRock est aussi puissamment effrayant est tout autre. On dit que le monde de la finance fonctionne grâce à Excel, mais aujourd'hui, il fonctionne en réalité grâce à Aladdin, la plateforme logicielle conçue par BlackRock. Ce que Windows est à l'informatique personnelle, Aladdin l'est à la finance mondiale. Mais contrairement à Windows, Aladdin n'a aucun concurrent sérieux. Même les plus féroces rivaux de BlackRock, Vanguard et State Street comptent sur Aladdin comme leur système de référence pour gérer les risques. En fait, c'est le système d'exploitation de la finance mondiale. En 2020, Aladdin suit la gestion d'un montant stupéfiant de 21 000 milliards pour environ 240 clients, soit environ 10% de tous les actifs financiers mondiaux. Pourtant, le véritable pouvoir d'Aladdin ne réside pas seulement dans la finance privée, mais aussi dans les institutions publiques elles-mêmes. Lorsque la crise frappe, que ce soit la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne ou les fonds de pension japonais valant des milliers de milliards de dollars, ils se tournent tous vers une seule entreprise pour obtenir de l'aide, BlackRock. Pendant la tourmente des marchés liée au Covid-19 en 2020, la Réserve fédérale engage d'urgence BlackRock pour gérer ses vastes programmes d'achat d'obligations destinés à stabiliser l'économie. Le public devrait vraiment connaître la relation entre BlackRock et la Réserve fédérale. La Banque centrale peut faire des choses pour améliorer notre vie et elle peut aussi faire des choses qui rendent certaines personnes vraiment riches. La Réserve fédérale s'est tournée vers BlackRock pour des services particuliers dans lesquels BlackRock excelle aujourd'hui. Ces programmes étaient sans précédent et inhabituels. En d'autres termes, les banques centrales et les gouvernements du monde entier ont effectivement externalisé leurs mécanismes de réponse aux crises directement vers Aladdin de BlackRock. Ce qui est inhabituel ici, c'est que les plus hauts responsables de la Réserve fédérale discutent avec le dirigeant de la plus grande société de gestion d'actifs. En période de crise, nous nous tournons vers cette société, pas forcément vers toutes les autres. Cette dépendance soulève des questions profondément inconfortables. Si chaque grande institution financière dépend d'Aladdin, qui intervient si Aladdin échoue et qui s'assure que BlackRock n'exploite pas les informations d'Aladdin à son propre avantage? La réponse simple, personne en réalité. Aladdin lui-même n'est pas réglementé, ce n'est qu'un outil logiciel appartenant à BlackRock et souvenez-vous, en tant que gestionnaire d'actifs, BlackRock n'est officiellement pas considéré comme systémique. Pour l'instant, Aladdin de BlackRock reste pratiquement sans contrôle. Une seule boîte noire alimente le système d'exploitation de la finance mondiale. Et au sommet de cette montagne d'argent et d'influence se tient un homme, Larry Fink. Il faut imposer des comportements, et chez BlackRock, nous imposons des comportements. Mais aucun empire ne dure éternellement. La résistance s'organise. Des fissures commencent à apparaître dans la forteresse de Larry. Parce que, aussi puissant soit-il, Larry Fink n'obtient pas toujours ce qu'il veut. Larry Fink est sous le feu des critiques. Pendant des années, BlackRock est passé inaperçu. En fait, en dehors de la haute finance, peu de gens connaissaient BlackRock. Mais cela a changé à la fin des années 2010. Pour la première fois, le monde réagit face à l'accusation selon laquelle BlackRock détruit la planète en injectant des milliards dans les géants du pétrole
contribuant à la disparition de l'Amazonie. Des manifestants envahissent à plusieurs reprises les bureaux de BlackRock, allant même jusqu'à se présenter au domicile de Fink. The Guardian classé Fink parmi les plus grands ennemis du climat pour cette raison même, mais Fink avait anticipé cela et il était prêt. Il ne voulait pas jouer le rôle du méchant trop longtemps. À la place, il devient la conscience autoproclamée de Wall Street. Il rebat le nom de BlackRock en le présentant comme un champion de l'ESG. Cela signifie environnemental, social et gouvernance. Et l'idée, c'est qu'il y a des enjeux spécifiques, que ce soit liés au changement climatique ou à la diversité dans les conseils d'administration. Ce sont des enjeux importants pour les investisseurs. Larry Fink déclare que la durabilité, la diversité et l'action climatique sont les principes fondamentaux d'investissement de BlackRock. C'est un tas de conneries de Wall Street à l'américaine. Mais au début, ça marche. Enfin, un titan de Wall Street qui se soucie des gens et de la planète. Le PDG Larry Fink a beaucoup fait parler de lui à ce sujet. Tout ce secteur s'était développé en quelque sorte au cours du siècle dernier. Et l'idée, c'était d'investir dans un portefeuille, mais de ne pas participer à ce que vous jugez non éthique parce que, vous savez, vous ne voulez pas gagner de l'argent avec ça, en fait. BlackRock est brièvement célébré comme un pionnier et salué comme un modèle de capitalisme moral, mais avec ce repositionnement vient son geste le plus audacieux à ce jour, une menace directe pour les PDG américains. Les entreprises doivent devenir écologiques ou risquer de perdre complètement le soutien de BlackRock. Vous devez imposer des comportements, et chez BlackRock, nous imposons des comportements. Soudainement, BlackRock ne se contente plus de gérer des portefeuilles, il façonne la boussole morale de l'entreprise américaine elle-même. Mais tout le monde n'y adhère pas. Les groupes environnementaux soulignent l'hypocrisie. BlackRock détenait encore d'énormes actifs dans les combustibles fossiles. D'un autre côté, la nouvelle image de Larry Fink est fortement scrutée par des personnalités influentes de Wall Street et des cercles conservateurs. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il disait que l'ESG est bon pour les profits. Ce qui revient à dire, dans le sport, que si je joue de façon très propre et avec fair play, je vais gagner plus de matchs et marquer plus de buts. Ce n'était pas vrai, je l'ai vu de l'intérieur. L'investisseur légendaire Sam Zell se moque ouvertement de Larry Fink en le qualifiant d'extraordinairement hypocrite. Vous connaissez peut-être déjà le magnate de l'immobilier grâce à notre précédent documentaire. Zell remarque sarcastiquement « Je ne savais pas que Larry Fink avait été fait Dieu ». Le capital risqueur Chamath Palihapitiya va encore plus loin et qualifie l'investissement ESG de pure fraude. Pour lui, la rhétorique politiquement correcte n'est qu'un moyen de masquer de mauvais rendements financiers. Et même notre invité a publiquement dénoncé l'agenda ESG de BlackRock comme n'étant qu'un simple argument marketing. C'était juste une façon d'exploiter ceux qui s'en soucient et de leur faire perdre du temps. Voici comment il explique le fonctionnement de l'intérieur. Vous dites soudainement « Hey, j'ai ce produit et c'est un ETF ou c'est une sorte de produit de marché passif. » C'est en fait simplement un panier d'actions qui suit cet indice. Rappelez-vous, les profits de BlackRock ne dépendent pas du marché, mais des frais qu'ils prélèvent sur votre argent. Des frais de gestion sur les milliers de milliards placés dans les ETF, généralement seulement 0,5%. Mais dans tout le secteur, il y a une recherche constante de raisons pour augmenter ces frais et extraire un peu plus du système petit à petit. Il y a beaucoup de pression sur les frais et je dois me différencier pour obtenir des tarifs premium. Puis tu réalises, attends une seconde. Si je prends cet ETF et que j'en fais un ETF ESG ou un ETF vert, ce qui est, je dirais, le si. Je simplifierais, c'est l'équivalent pour un produit de prendre ce que tu avais, de le peindre en vert, puis de le mettre sur le marché avec un prix plus élevé. Tu sais, est-ce qu'on peut vraiment s'en sortir comme ça? Le marché profitait de l'occasion pour repeindre ton produit en vert et augmenter les prix sans réel contrôle sur la définition du vert. D'ici 2022, la réaction avait pris des proportions nucléaires. Les républicains ont présenté BlackRock comme le visage du capitalisme woke, accusant Larry Fink de privilégier l'idéologie aux intérêts des investisseurs. La Floride a retiré 2 milliards de dollars des fonds BlackRock en signe de protestation, le plus grand désinvestissement anti-ESG de l'histoire. Le Texas a lancé des enquêtes pour savoir si la politique de BlackRock nuisait aux retraités. À ce stade, le message était clair. Confronté à une pression croissante des deux côtés, Larry Fink opère un retrait discret mais profond. BlackRock a commencé à revenir sur ses initiatives ESG les plus audacieuses avec un minimum de publicité à la fin de l'année 2023. BlackRock s'est discrètement retiré de l'initiative Net Zero Asset Managers. En interne, l'entreprise modifie lentement son langage.
Dans les documents publics de BlackRock, les références explicites aux initiatives ESG et à la diversité sont supprimées. L'entreprise se retire discrètement de la controverse sans attirer l'attention. Larry Fink ne prononce même plus le terme ESG, n'est-ce pas? Je veux dire, ça te montre bien que, tu sais, ce n'est même pas moi qui te dis, je te l'avais dit. Donc, en réalité, ça montre juste, regarde, tu peux voir de quoi il s'agit, c'est du marketing. Mais leurs actions parlent encore plus fort que les mots. En 2020, BlackRock a soutenu presque la moitié des propositions d'actionnaires liées à l'ESG. En 2024, son soutien était tombé à seulement 4%. Plusieurs propositions climatiques importantes ont échoué faute du soutien de BlackRock. Larry Fink lui-même a admis publiquement qu'il a honte de faire partie de la conversation sur l'ESG. Il tente de se distancier d'un mouvement qui est devenu trop politisé. Je trouve très dangereux que des dirigeants d'entreprise montent sur scène en prétendant avoir des valeurs et vouloir faire ce qui est juste. Si l'on découvre plus tard qu'ils ne sont que du vent, nous n'allons pas seulement perdre du temps. C'est encore pire, ils vont détruire la confiance du public dans le monde des affaires. Cependant, Larry Fink regarde toujours vers l'avenir. La tendance a changé, la vague ESG est passée et le potentiel de profit a clairement diminué. Mais quand les profits s'assèchent, BlackRock ne reste pas les bras croisés. Discrètement mais avec détermination, ils sont passés à autre chose. L'ESG est devenu une distraction. Et avec les ETF passifs atteignant un point de saturation, Larry Fink savait qu'il était temps pour la prochaine manœuvre stratégique de BlackRock. Quelque chose de tangible, d'essentiel et bien plus rentable que le branding moral ou les indices abstraits. Quelque chose qui touche chaque aspect de la civilisation moderne partout sur la planète. Il semble montrer des forces russes en train d'exécuter un groupe de soldats ukrainiens qui venaient de se rendre. Regardez ces corps là-bas. Un cessez-le-feu paraît encore plus éloigné après l'appel de 2 heures entre Trump et Vladimir Poutine. Au milieu de tout ce chaos, un nom revient sans cesse, BlackRock. Pourquoi BlackRock, un géant de Wall Street, est-il autant impliqué dans ce qui se passe en Ukraine? Pourquoi les empreintes de Larry Fink semblent-elles partout présentes? Eh bien, qui s'intéresse à l'Ukraine maintenant? Vous, oui. Larry Fink, qui est le PDG de BlackRock, est actuellement considéré comme la personne dont l'organisation BlackRock reconstruira l'Ukraine lorsque la guerre prendra fin. Mon Dieu, c'est intéressant. Avez-vous entendu parler d'un cas similaire dans l'histoire des États-Unis où nous sommes allés en guerre? Et nous savions que lorsque cela se terminerait, nous savions exactement qui était le chef d'entreprise qui allait diriger les efforts de reconstruction et nous avions mis de côté $1 billion à cette fin. Arrêtez-vous et réfléchissez à cela. Quelques mois seulement après le début de la guerre, Larry Fink avait déjà conclu personnellement un accord avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, plaçant BlackRock au cœur de la reconstruction de l'Ukraine après la guerre. $1 milliard déjà sécurisés auprès de donateurs mondiaux comme la Banque mondiale, tous acheminés vers un nouveau fonds de développement de l'Ukraine soutenu par BlackRock, dédié à la reconstruction de la nation dévastée une fois la paix revenue. Mais pourquoi un géant de Wall Street motivé par le profit est-il soudainement si désireux de reconstruire un pays ravagé par la guerre? BlackRock est-il vraiment un samaritain tendant la main? Ou y a-t-il quelque chose de plus sombre sous la surface? Une stratégie qui exploite le désespoir pour nourrir une ambition bien plus grande. En vérité, il ne s'agit pas vraiment de l'Ukraine. Ceci fait partie du grand plan directeur de BlackRock, une opération de 68 000 milliards de dollars pour dominer l'avenir des infrastructures. Quand les gestionnaires d'actifs investissaient uniquement dans des actifs financiers, ce qu'ils faisaient était en réalité assez éloigné de notre vie quotidienne, de la vie quotidienne de la plupart des gens. Mais une fois que les gestionnaires d'actifs possèdent et contrôlent les maisons dans lesquelles nous vivons, les routes sur lesquelles nous conduisons pour aller au travail ou payons des péages, les hôpitaux où nous sommes soignés, les écoles où nos enfants vont à l'école, et ainsi de suite. Alors ils ont potentiellement un impact bien plus significatif et bien plus direct sur la vie quotidienne de un grand nombre de personnes qu'ils n'en avaient à l'époque. En termes plus simples, lorsque BlackRock ne dominait que le marché des ETF, leur influence avait des limites claires.
Mais maintenant, avec leur regard tourné vers les infrastructures, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés et leur impact jamais aussi grand. Et Larry Fink ne fait que commencer. Nous pensons que les infrastructures ne sont qu'au début d'une véritable grande classe d'actifs. Il existe certaines demandes structurelles qui vont entraîner l'émission de plus en plus d'infrastructures. Des demandes structurelles, c'est du jargon d'entreprise. Que veut vraiment dire Fink ? D'ici 2040, le monde nécessitera 68 000 milliards de dollars d'investissement en infrastructures, dont 2 000 milliards pour les ports. Et BlackRock se positionne pour s'assurer la plus grande part possible de ce gigantesque gâteau. Ils veulent des investissements de plusieurs centaines de millions de dollars d'un coup et qui soient à long terme structurels. Donc, vous savez clairement, les infrastructures correspondent à cela. À travers le monde, les infrastructures, les routes, les hôpitaux, les systèmes d'eau ont traditionnellement été contrôlés par des institutions publiques. Mais de plus en plus, cela est confié à des géants à but lucratif comme BlackRock. Et pour eux, c'est le prix ultime. Ce n'est pas comme si vous aviez beaucoup de concurrence pour, vous savez, C'est le seul aéroport international de la région, non? Vous l'achetez, en prenez le contrôle et c'est un monopole. Pour les infrastructures hydrauliques, après achat, elles vous appartiennent. Exactement, et il n'y a aucun moyen, personne n'ira ouvrir un nouveau système d'eau et d'assainissement. Et pour les propriétaires, c'est cela. Peu importe à quel point les prix de l'eau, du chauffage, de l'électricité ou des transports augmentent du jour au lendemain, les gens n'ont aucune alternative. Les infrastructures offrent des rendements stables à long terme. Parce que les gens ne peuvent pas se désengager, personne ne choisit d'où vient son eau ou par quel canal ses marchandises sont expédiées. Vous ne pouvez pas choisir un autre robinet pour votre eau, ni changer d'aéroport pour votre prochain vol. Et personne ne construira un deuxième canal de Panama de sitôt. Celui qui en est propriétaire détient effectivement un monopole régional et peut récolter tous les profits sans avoir à se soucier de concurrents gênants. C'est un exemple typique de ce qui rend l'investissement dans les infrastructures si attractif. C'est une bouée de sauvetage invisible pour les Américains au quotidien. La moindre perturbation et les prix de l'électronique, de la nourriture et du carburant pourraient s'envoler en un rien de temps. C'est la route commerciale la plus cruciale au monde et maintenant elle est de nouveau sous contrôle américain. Le canal de Panama. En mars 2025, un accord de 23 milliards de dollars est annoncé pour remettre les ports du canal de Panama sous contrôle américain. Et l'accord sur le canal de Panama est bien plus que symbolique. C'est une étape majeure dans la quête de BlackRock pour dominer les infrastructures mondiales. Parce que l'accord n'est pas mené par Washington, il est dirigé par Larry Fink, un homme ayant des liens étroits et de longue date avec le président Trump. Si l'accord aboutit, les ports stratégiques du canal de Panama, Balboa et Cristobal, des points d'étranglement clés du commerce mondial, passeront bientôt sous le contrôle total de BlackRock. Mais il ne s'agit pas seulement de navires et de ports, il s'agit de savoir qui possède les artères vitales de la civilisation moderne et des conséquences de laisser une entreprise privée de cette envergure prendre le contrôle. Imaginons qu'une municipalité vende ses infrastructures d'eau à une entreprise comme BlackRock. En échange, elle reçoit un paiement initial et un contrat de service à long terme, souvent de 20 ou 30 ans. Et les nouveaux propriétaires Benjamin promettent de bien entretenir le système pour Fournette. Mais voici le hic. Est-ce que le nouveau propriétaire se souciera vraiment si vos canalisations d'eau se corrodent? Tiendront-ils leur promesse d'entretenir le système ou se contenteront-ils de percevoir des dividendes? Évidemment, les régulateurs doivent s'assurer que les accords qu'ils concluent lorsque le secteur privé est impliqué sont équitables pour le public. C'est ça, il faut que le public et le contribuable ne se fassent pas arnaquer. Et ce que les gestionnaires d'actifs ont aussi appris, c'est qu'ils obtiennent ces contrats vraiment à long terme. Ils font toutes sortes de promesses, et qu'ils les tiennent ou non est en partie sans importance. Et il n'y a pas vraiment d'incitation à le faire. Quel intérêt, quelle raison auriez-vous d'améliorer ou de renforcer l'infrastructure lorsque vous approchez des 5 ou 10 dernières années d'un contrat de 30 ans? Ils n'ont que peu ou pas d'intérêt à réellement entretenir les infrastructures essentielles dans l'intérêt de cette communauté. Ils ne s'intéressent à cette infrastructure que dans la mesure où elle correspond à leurs attentes de rentabilité. Ce n'est pas seulement théorique, c'est un schéma mondial.
Je veux dire, il suffit de regarder autour de soi pour voir les conséquences de 30 ou 40 ans de cette tendance à vendre les infrastructures essentielles. Et ensuite, elles s'effondrent. Et ensuite, le secteur public doit soit la renationaliser, soit, vous savez, fournir un plan de sauvetage ou des prêts préférentiels, ou alors permettre aux prestataires privés d'augmenter considérablement les frais pour les usagers. Tout cela se produit partout dans le monde. Le Royaume-Uni fournit un exemple bien connu où le public a payé le prix. La privatisation de l'eau, cela a été une catastrophe. Non seulement l'eau est plus chère que dans les pays voisins, mais elle est aussi plus polluée. Parce que les investissements dans l'entretien n'ont pas eu lieu, les profits sont toujours passés en premier. Mais maintenant que nous avons vu comment fonctionnent les infrastructures, voyons comment BlackRock met en œuvre son plan de jeu à 68 000 milliards de dollars. BlackRock détient tout, de l'agriculture à l'IA, et ne lâche rien. Bien que ce soit l'affirmation la plus répandue à propos de BlackRock, ce n'est pas encore tout à fait vrai. Mais en janvier 2024, ils se sont rapprochés d'un pas de faire de cela une réalité. Le géant américain de l'investissement BlackRock a accepté d'acheter Global Infrastructure Partners, ou GIP, pour environ 12,5 milliards de dollars maintenant. Cet accord est la plus grande acquisition de la société depuis son achat en 2009 des investisseurs mondiaux de Barclays, plaçant le gestionnaire d'actifs sur la voie de devenir le plus grand fournisseur de fonds négociés en bourse. Malgré quelques remous, seul Larry Fink et quelques privilégiés savaient que l'accord s'inscrivait dans un plan bien plus large. L'accord a instantanément catapulté BlackRock parmi les plus grands propriétaires d'infrastructures de la planète, contrôlant directement environ 150 milliards de dollars d'actifs mondiaux essentiels. Toute grande transaction doit répondre à un impératif pour BlackRock. Pourquoi cet accord est-il nécessaire ? Eh bien, nous connaissons déjà la réponse officielle. Il existe certaines exigences structurelles pour les infrastructures, mais c'est le moment où il faut s'arrêter et réfléchir un instant. Plus on y réfléchit, plus cela devient sombre. Les exigences structurelles, les guerres en cours et les conflits mondiaux laissent les infrastructures du monde entier en ruine, créant ainsi d'énormes opportunités de reconstruction, à la fois immenses et extrêmement lucratives. Comme le dit un ancien responsable de la Banque mondiale qui a souhaité garder l'anonymat, elle pourra gérer les grands projets de restructuration liés aux conflits en Ukraine et à Gaza. Les régions déchirées par la violence auront un besoin urgent de voir leurs aéroports, routes, ponts et réseaux électriques reconstruits une fois que les armes se seront tues et que la paix sera revenue. Le pari de BlackRock sur les infrastructures vise également précisément ces opportunités d'investissement inévitables d'après-guerre. Juste après que les bombes soient tombées en Ukraine, Larry Fink a réagi rapidement. Aujourd'hui, BlackRock est le gardien de toute la reprise d'après-guerre, l'un des plus grands efforts de reconstruction depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ils détiennent les clés, mais l'Ukraine n'est que le début. Cela peut être considéré comme un cas d'essai, posant les bases pour préparer l'entreprise à de futures opportunités d'opération de reconstruction à grande échelle dans le monde entier. À chaque nouveau conflit mondial qui se profile, les besoins en reconstruction et donc les opportunités de profit explosent. Chaque zone dévastée par la guerre crée un nouvel ensemble d'aéroports, de ponts, de chemins de fer et de réseaux numériques à reconstruire. Chacune constitue un catalyseur pour la ruée vers l'or des infrastructures de 68 000 milliards de dollars visés par l'entreprise. Larry Fink veut faire de l'investissement dans les infrastructures la prochaine grande tendance, tout comme il l'a fait avec les ETF. Mais si cela ne suffisait pas, tout cela devient encore plus avantageux pour lui. L'argent public aide BlackRock. C'est ce que les professionnels de la finance appellent la stratégie du capital catalytique. C'est le rêve de tout investisseur. Si nous continuons à leur donner de l'argent public pour garantir qu'ils n'ont aucun risque et qu'ils génèrent des rendements élevés, bien sûr ils vont adorer ça. Pourquoi ne le feraient-ils pas ? Je veux dire, c'est le scénario parfait où ils vont voir le gouvernement. Nous voulons, vous savez, investir dans la reconstruction de cette catastrophe ou de ce problème. Vous garantissez simplement nos rendements. Magnifique, c'est le scénario idéal. L'objectif de BlackRock est clair. Encourager les capitaux privés à affluer dans les régions ravagées par la guerre malgré l'instabilité et les risques persistants. Cela semble être une situation gagnant-gagnant, tandis qu'un pays détruit comme l'Ukraine peut s'attendre à un afflux important d'argent une fois la guerre terminée.
BlackRock a permis aux investisseurs de tirer profit de la reconstruction d'après-guerre avec un risque limité. Et certains félicitent BlackRock d'attirer des investissements indispensables dans des pays ravagés par la guerre et désespérément en manque de capitaux. Mais d'autres soulignent des réalités inconfortables. Pensez-vous qu'il y a une motivation chez certains à provoquer la guerre parce qu'ils peuvent maintenant lever des fonds, venir construire des infrastructures et gagner encore plus d'argent? Pensez-vous que le profit est une motivation pour déclencher et poursuivre cette guerre? BlackRock profite indirectement, mais de manière significative, des conflits mondiaux en cours grâce à ses énormes participations dans les entreprises de défense, notamment via ses fonds indiciels et ses ETF. BlackRock détient d'énormes parts dans certains des plus grands fabricants d'armes au monde. On parle de milliards dans Lockheed Martin, Northrop Grumman ou Raytheon, pour n'en citer que quelques-uns. Ces entreprises profitent directement de la montée des tensions mondiales, car les guerres augmentent la demande pour les avions de chasse, les missiles et les bombes. Les critiques ont accusé BlackRock sans détour de s'enrichir sur la mort, en profitant deux fois. D'abord grâce aux armes qui alimentent les guerres, puis à nouveau grâce à des investissements lucratifs dans la reconstruction. BlackRock, bien sûr, rejette cette accusation. Ils insistent, nous ne choisissons pas les gagnants, nous suivons simplement le marché. Si les entreprises de défense figurent dans les indices de marché, elles ne font que suivre la tendance. Avec seulement 5 à 7% de parts, ils disent ne pas avoir voix au chapitre sur la gestion de ces entreprises. Pourtant, comme la position agressive précédente de BlackRock sur l'ESG le prouve, si BlackRock veut exercer de l'influence, ils peuvent très certainement en exercer. Et le nouveau rôle de BlackRock dans les infrastructures leur permettra potentiellement d'exercer plus d'influence que jamais auparavant. La question reste de savoir comment BlackRock utilisera ce pouvoir. Vous ne pouvez pas fournir des infrastructures visant à maximiser les profits et vous attendre à ce qu'elles répondent également aux préoccupations d'équité sociale et d'accès universel. Ils veulent cette situation gagnant-gagnant où le gouvernement, la société et les entreprises gagneraient tous, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qui se passe. Les seuls gagnants sont ceux qui empochent les profits. Alors que les intentions de BlackRock restent débattues, une vérité plus grande demeure claire. Larry Fink construit quelque chose d'inédit, une sorte de magasin universel pour les investisseurs. BlackRock propose désormais des opportunités dans tous les secteurs imaginables, allant des technologies controversées de défense et de surveillance utilisées par des régimes autoritaires aux pionniers des énergies renouvelables ou aux projets de reconstruction post-conflit. Que les pays s'orientent vers la paix ou sombrent davantage dans le conflit, l'immense réseau financier de BlackRock est structuré pour en tirer profit. Dans tous les cas, certains réclament davantage de régulation ou une plus grande responsabilité pour le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Au bout du compte, BlackRock fait ce qu'ils ont toujours fait. Ils ne répondent qu'à une seule chose, et une seule chose seulement, le flux d'argent. Je ne pense pas qu'ils aient organisé la guerre, mais ils utilisent certainement ses conséquences, ça c'est sûr.